Quand vous pensez à la Révolution française, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit? Laissez-moi deviner, la guillotine, ce cadre de bois imposant, la lame d'acier froid tranchant en un instant, le soi-disant symbole d'égalité dans la mort. Mais et si je vous disais que vous vous êtes trompé depuis le début? Que l'un des meurtres les plus tristement célèbres de la Révolution n'avait rien à voir avec la guillotine, et tout à voir avec la fureur humaine brute. Pas de machine propre, pas de fin rapide. Au lieu de cela, une foule, avec rien d'autre que des armes et des mains nues, a commis l'un des actes de torture les plus brutaux de l'histoire. Et la victime? Nulle autre que la princesse de Lamballe, l'amie la plus proche de Marie-Antoinette. Aujourd'hui, nous découvrons l'un des meurtres les plus brutaux et les plus obsédants de la Révolution française. La torture indicible et la mort agonisante de la princesse de Lamballe, la plus chère amie de Marie-Antoinette. Ce qui s'est passé en ce jour de septembre 1792 n'était pas une exécution, mais un acte de déshumanisation primaire et viscérale, une foule dépouillant de la dignité bien avant de dépouiller de la vie. C'est une histoire de loyauté inébranlable se heurtant à une terreur inimaginable, de la vitesse à laquelle un être humain peut être transformé en un symbole haï destiné à la destruction. Et écoutez, nous avons pour mission d'atteindre nos 1000 premiers abonnés, un témoignage de notre fascination partagée pour les vérités les plus sombres et les plus cachées de l'histoire. Si vous avez soif de plus d'histoires comme celle-ci, si vous voulez explorer les profondeurs de la cruauté et de la résilience humaine, alors appuyez sur ce bouton d'abonnement dès maintenant. Vous ne voulez pas manquer ce qui arrive ensuite. Rejoignez notre communauté grandissante alors que nous éclairons les ombres occultes. Et l'histoire essaie souvent d'enfouir. Avant qu'elle ne devienne un symbole de tout ce que les révolutionnaires méprisaient, avant qu'elle ne soit l'ennemi public numéro 1, Marie-Thérèse Louise de Savoie-Carignan était une personne menant une vie de privilèges inimaginables et, finalement, de profondes tragédies. Née à Turin, en Italie, en 1749, elle est entrée dans un monde défini par une immense richesse et une lignée aristocratique. Sa famille, la Maison de Savoie, était l'une des plus anciennes et des plus distinguées d'Europe, se vantant de ses liens avec les maisons royales de tout le continent. Son enfance s'est déroulée au milieu de palais opulents, entourée d'une suite de domestiques et éduquée dans les arts et les langues les plus raffinées, digne d'une princesse de son rang. Elle fut préparée dès la naissance à une vie de splendeur courtoise et d'importance dynastique, un pion dans la grande partie d'échecs du pouvoir européen. À l'âge tendre de 17 ans, elle épousa Louis-Alexandre de Bourbon, le prince de Lamballe, qui possédait l'une des plus grandes fortunes de France. Cette union, célébrée avec une cérémonie somptueuse et d'immenses dépenses, était destinée à consolider son statut et à assurer son avenir au cœur même de l'aristocratie française. Mais voici le coup du sort fou et cruel qui allait changer radicalement son destin. Son mari mourut 1 an après leur mariage. Le prince de Lamballe, connu pour son mode de vie débauché, succomba à une maladie vénérienne, laissant Marie-Thérèse veuve à seulement 18 ans. Cette tragédie personnelle et soudaine, plutôt que de la confiner à une vie de deuil silencieux, la propulsa directement à la cour française scintillante, mais perfide, de Versailles. C'est dans cette atmosphère raréfiée de splendeur royale et d'intrigues cachées qu'elle rencontra une autre jeune femme, également étrangère, qui allait devenir son destin, Marie-Antoinette, l'archiduchesse autrichienne qui avait épousé le dauphin. Leur amitié fut instantanée, profonde et légendaire, s'épanouissant rapidement en un lien indéfectible. Dans un palais tristement célèbre pour sa superficialité, où les amitiés étaient souvent forgées pour un avantage politique et où la loyauté était une denrée éphémère, Marie-Antoinette et Lamballe étaient authentiques. Leur connexion était sincère, un rare phare de chaleur et de confiance dans une cour débordante d'ambition et de tromperie. Marie-Antoinette trouva en Lamballe une âme sœur, une confidente discrète et inébranlable à qui elle pouvait vraiment se confier,
au milieu des pressions étouffantes de la vie royale. Lorsque Marie-Antoinette monta sur le trône, devenant reine de France, elle accorda à Lamballe une position véritablement immense et incroyablement sensible, surintendante de sa maison. Ce n'était pas un simple titre honorifique. Elle s'accompagnait de vastes responsabilités, y compris la gestion des finances, du personnel et des engagements de la reine. C'était une déclaration claire et sans équivoque que Lamballe n'était pas seulement du personnel. Elle était de la famille, une extension de la reine elle-même, une confiance inouïe. Ce niveau sans précédent de proximité et de dévotion, cependant, coûterait un jour absolument tout à la princesse de Lamballe. Sa loyauté inébranlable, autrefois source de réconfort et de statut, deviendrait finalement sa plus grave vulnérabilité, la marquant pour un destin bien plus horrible que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Au fil des ans, la monarchie française, en particulier la reine Marie-Antoinette, devint de plus en plus impopulaire. Les fardeaux financiers de l'État, aggravés par les dépenses royales somptueuses, les mauvaises récoltes et l'implication de la France dans la Révolution américaine, alimentèrent un mécontentement généralisé parmi la population. La reine, avec ses origines autrichiennes, son extravagance perçue et son influence supposée sur le roi, devint le point focal de la haine publique. Elle fut surnommée, avec une célébrité ou une infamie, Madame Déficit. Alors que cette haine publique intense pour Marie-Antoinette grandissait, elle se répandit inévitablement comme une maladie virulente à ceux qui lui étaient les plus proches, et la princesse de Lamballe, en tant qu'amie la plus intime et fonctionnaire de confiance, devint une cible privilégiée. Les presses à imprimés naissantes de Paris, n'étant plus contraintes par la censure royale, produisaient des pamphlets vicieux, souvent pornographiques, connus sous le nom de libelles. Ces publications infâmes attaquaient systématiquement la famille royale et son cercle intime, les dépeignant comme corrompus, décadents et moralement dépravés. Ils accusèrent de Lamballe de tout, de la corruption et du détournement de fonds publics à l'engagement dans des liaisons amoureuses scandaleuses et secrètes avec la reine elle-même. Ces rumeurs scandaleuses, bien qu'entièrement non fondées, transformèrent ces amitiés étroites, avec des femmes comme Marie-Antoinette, en récits salaces de passions illicites, conçus pour choquer et indigner le public français profondément conservateur, attisant sa colère et son dégoût. Ces pamphlets transformèrent Lamballe, d'une amie discrète et loyale, en une super méchante dans l'imagination populaire, une caricature grotesque de l'excès et de la perversion aristocratique. Elle fut qualifiée d'influente, de corruptrice sur la reine, d'espionne dangereuse pour l'Autriche et d'ennemie traîtresse de la France. Une cible géante et inéluctable fut peinte sur son dos, faisant d'elle un symbole de la corruption même que la Révolution cherchait à éradiquer. Le terrain était méticuleusement préparé pour sa destruction et les choses étaient sur le point de s'aggraver 100 fois, au-delà de la compréhension de quiconque dans les salles scintillantes de Versailles. L'été 1789 apporta un tournant irréversible avec la prise de la Bastille. Cet acte de défi contre l'autorité royale envoya des ondes de choc à travers la France et l'Europe, signalant l'effondrement de la monarchie absolue. Le monde, tel que le connaissait l'aristocratie française, fut bouleversé. Les nobles, sentant le périlleux déplacement du pouvoir, commencèrent à fuir pour sauver leur vie, se précipitant pour quitter la France aussi vite que leurs carrosses pouvaient les transporter. La princesse de Lamballe, ayant sagement anticipé le danger croissant, était initialement en sécurité. Elle s'était réfugiée à Londres, un sanctuaire outre-Manche où elle aurait pu rester, loin de la ferveur révolutionnaire qui s'emparait de Paris. Ses amis, sa famille, et même ses derniers serviteurs fidèles, la supplièrent, la conjurèrent. « Restez ici, ne revenez pas, c'est trop dangereux, vous serez tués. » Le choix rationnel, le choix de l'autopréservation était clair. Mais la loyauté de Lamballe envers Marie-Antoinette n'était pas rationnelle. Elle était absolue, une dévotion inébranlable qui transcendait la sécurité personnelle. La reine était dans une situation désespérée, et Lamballe croyait de toutes ses fibres que sa place était à ses côtés, quel qu'en soit le prix.
Marie-Antoinette, isolée et de plus en plus désespérée, avait imploré son ami de revenir, lui écrivant des lettres déchirantes qui exprimaient son profond besoin de la présence de Lamballe. Un récit suggère que la reine écrivit « Il faut que je vive et meure avec elle », faisant référence à son ami inébranlable. Lamballe, comprenant la gravité de sa décision et pleinement consciente du péril qui l'attendait, rédigea littéralement son testament avant d'entreprendre son voyage de retour à Paris. Elle savait qu'elle retournait probablement à sa propre mort. Pourtant, sa détermination ne fléchit jamais. Elle est si retournée droit dans le feu, au cœur même du maelstrom qui engloutissait la France. Elle était là quand la famille royale, déguisée, tenta sa malheureuse évasion à Varennes et échoua lamentablement, ramenée à Paris comme de véritables prisonniers. Elle était là le 20 juin 1792, lorsqu'une foule massive et armée prit d'assaut le palais des Tuileries, submergeant la garde suisse et affrontant directement la famille royale. Un témoignage oculaire de ce jour terrifiant nota que pendant tout l'assaut, la princesse de Lamballe ne semblait s'inquiéter que de la sécurité de la reine, pas de la sienne. Son dévouement désintéressé, une caractéristique qui la définissait, allait s'avérer sa perte ultime. Cette loyauté, autrefois sa force, lui coûterait en effet tout. Le 10 août 1792, la monarchie fut complètement et violemment renversée. Le palais des Tuileries fut saccagé, et la famille royale fut arrêtée et enfermée dans les sombres confins de la forteresse du Temple, leur cage dorée étant désormais une prison de pierre. Dans le chaos qui s'ensuivit, Lamballe fut cruellement séparée de la reine, son unique réconfort, et jetée à la prison de la Force, l'un des lieux les plus sombres, les plus sales et les plus terrifiants où l'on puisse être confiné dans le Paris révolutionnaire. Elle était seule, vulnérable et entièrement à la merci d'un régime qui la considérait comme un dangereux vestige d'un passé haï. Fin août 1792, Paris était en proie à une panique croissante, une peur palpable et suffocante qui s'infiltrait dans chaque pavé et chaque ruelle ombragée. La nouvelle parvint à la capitale qu'une armée ennemie, composée de forces autrichiennes et prussiennes, marchait rapidement vers la ville, menaçant de la raser et d'exercer une vengeance terrible si la famille royale française était blessée. Cette menace extérieure, destinée à intimider les révolutionnaires, eut un horrible effet boomerang. Au lieu d'instiller la peur et la prudence, elle déclencha une frénésie furieuse et paranoïaque au sein de la ville. Les révolutionnaires devinrent absolument convaincus que des espions et des traîtres se cachaient dans les prisons débordantes de la ville, attendant le moment parfait pour s'échapper, rejoindre les forces envahissantes et les attaquer de l'intérieur. Ce récit glaçant, alimenté par des politiciens radicaux et des journaux à sensation, poussa la ville au bord du gouffre. Le leader révolutionnaire Georges Danton, dans un discours enflammé à l'Assemblée nationale, cria célèbrement « Pour les vaincre, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée. » Ces paroles, destinées à rallier la nation contre les ennemis extérieurs, furent tragiquement interprétées par la populace comme un appel à une purge interne, une sanction pour une violence extrême contre les menaces perçues à l'intérieur. Cette audace, cet appel désespéré à l'action, se transforma rapidement en une force monstrueuse et incontrôlable. Le 2 septembre, les massacres commencèrent. Pendant 5 jours consécutifs et horribles, des foules déferlèrent sur les prisons de Paris, initiant l'une des plus grandes et des plus brutales tueries jamais vues dans l'histoire européenne. Cette période devint tristement célèbre sous le nom des massacres de septembre. Ils traînèrent, hommes, femmes et même enfants hors de leurs cellules, les soumettant à des procès simulés improvisés de 10 secondes par des tribunaux autoproclamés, où la culpabilité était presque toujours prédéterminée. Après ces simulacres de procès, les prisonniers furent ensuite sommairement mis en pièces dans les cours des prisons, massacrés à coups de haches, de piques et de sabres. Le volume de sang était inimaginable. Les récits contemporains affirment que les rues en ruisselaient littéralement, coulant dans les caniveaux
tachant le sol. L'air était épais de l'odeur de la mort et des cris incessants des victimes. Et où était la princesse de Lamballe pendant ce cauchemar éveillé? Elle était assise, piégée dans sa cellule de la prison de la force, écoutant les cris interminables et agonisants qui résonnaient dans les couloirs de pierre, se rapprochant à chaque heure qui passait. Elle n'était pas n'importe quelle prisonnière. Elle était le prix ultime, une cible de grande valeur qui représentait tout ce que la foule haïssait de l'Ancien Régime, ses liens royaux, sa richesse, sa naissance étrangère et surtout sa loyauté inébranlable envers la reine haïe faisaient d'elle un symbole puissant. Ce n'était qu'une question de temps, une attente horriblement prolongée avant qu'ils ne viennent la chercher. Chaque cri, chaque pas, chaque bruit sourd venant de la cour était un compte à rebours terrifiant jusqu'à son destin inévitable. Au sinistre matin du 3 septembre, le compte à rebours terrifiant toucha à sa fin. Ils vinrent la chercher. 2 gardes, leurs visages impassibles ou peut-être endurcis par les horreurs de la nuit précédente, entrèrent dans sa cellule. Les massacres avaient continué sans relâche toute la nuit, et maintenant, c'était à son tour d'affronter le soi-disant tribunal. Ce n'était pas un tribunal de justice. C'était une parodie brutale et grotesque. C'étaient juste quelques hommes, leurs vêtements tachés de sang et de vin, assis à une table grossièrement assemblée. Leur seul but était de décider qui vivait et qui mourait, en quelques secondes, avec un jugement arbitraire et souvent cruel. Lorsque Lamballe fut traîné devant eux, la vue qui s'offrit à ses yeux la fit presque s'évanouir. La cour extérieure était une scène horrible, jonchée de piles de cadavres fraîchement massacrés, certains encore tressaillants, pourrissant sous le ciel indifférent du matin. L'air était lourd de l'odeur cuivrée du sang et de la puanteur de la mort imminente. On lui posa quelques questions d'usage, ses réponses calmes et posées, affichant un sang-froid étonnant face à une terreur si accablante. Vint ensuite le test final, brutal, l'exigence ultime de la foule. Ils lui dirent avec une simplicité menaçante « Jurez la liberté et l'égalité et la haine au roi et à la reine ». C'était sa dernière chance agonisante de vivre, une seule bouée de sauvetage offerte au milieu du chaos, mais elle venait avec un prix insupportable, la trahison. Avec un courage calme et défiant qui stupéfia même ses geôliers, elle refusa. « Je jurerai volontiers le premier, déclara-t-elle, sa voix ferme, mais je ne peux pas jurer le second. Ce n'est pas dans mon cœur. » Un homme à côté d'elle, peut-être avec une lueur de pitié ou un désir d'accélérer les choses, lui murmura d'urgence « Jurez. Si vous ne jurez pas, vous êtes morte. » Mais elle resta inébranlable, ne voulant trahir ni son ami, ni sa reine, ni sa propre conscience. Un autre récit, encore plus poignant, affirme qu'elle leur dit simplement « Que je meure plus tôt ou plus tard m'est indifférent. J'ai fait le sacrifice de ma vie. » Le verdict fut instantané, une sinistre mascarade de justice. Le juge, avec une formalité glaçante, annonça « Que madame soit mise en liberté. » Cela sonnait comme si elle était libre, un répit du cauchemar. Mais c'était un code terrible, secret. C'était le signal pour la foule assoiffée de sang, attendant impatiemment devant les portes de la prison, une bête furieuse et affamée de sa prochaine victime. Cela signifiait, en termes non équivoques, « Celle-ci est à vous, faites ce que vous voulez ». Avec cette proclamation, elle fut brutalement poussée à travers la porte, directement dans les bras de ses tueurs, dans un enfer dont il n'y aurait pas de retour. La seconde où elle fut poussée dans la cour, le monde éclata en un carnage absolu. Le sol était un abattoir, déjà glissant de sang et jonché des corps mutilés des victimes précédentes. L'air était épais de cris, de l'odeur de fer et de peur, et du rugissement assourdissant d'une foule, leurs visages tordus en masques monstrueux de rage et de soif de sang. Ils se refermèrent sur elle, une marée d'humanité dénuée d'humanité. C'est là que l'histoire devient vraiment folle, où la réalité brutale commence à se confondre avec les fictions grotesques tissées après coup. Il est crucial de séparer ce qui s'est réellement passé, les faits vérifiés,
des rumeurs folles et sordides qui se sont répandues comme une traînée de poudre. Mais même l'histoire vérifiée de ce jour est incroyable, un témoignage des profondeurs de la cruauté humaine. Ce que nous savons avec certitude, reconstitué à partir de multiples témoignages oculaires et de documents historiques, est ceci. La foule l'a assassiné avec une fureur sauvage et déchaînée. Des témoins oculaires ont décrit avoir vu une petite dame délicate vêtue de blanc, debout seule pendant une fraction de seconde au milieu du chaos. Puis, le premier coup vint, un impact écœurant d'un marteau ou d'une pique qui s'écrasa sur l'arrière de sa tête. Le sang coula immédiatement, cramoisi contre sa robe blanche. Sa coiffe, symbole de son statut aristocratique, tomba au sol, et ses longs et beaux cheveux blonds se dénouèrent. La foule, témoin de ce premier acte de violence, rugit dans une frénésie renouvelée, sa soif de sang pleinement déchaînée. Un second coup écrasant la frappa alors au front, la faisant chanceler et s'effondrer au sol, tombant parmi les autres cadavres, une dernière indignité. Mais le cauchemar était loin d'être terminé, il ne faisait que commencer. Ce qui suivit fut une frénésie totale et horrifiante. La foule l'assaillit, une bête affamée à plusieurs membres, la poignardant et la lacérant, son corps prostré, avec des piques, des sabres et toutes les armes rudimentaires qu'il possédait. Ce fut une mort brutale, chaotique et d'une rapidité écœurante. Son corps, délicat et sans résistance, fut déchiqueté par des dizaines de mains vengeresses, chaque coup étant un symbole de leur haine pour l'aristocratie qu'elle représentait. Les récits sont graphiques, décrivant comment sa chair fut déchirée, ses membres mutilés. Ce n'était pas seulement un meurtre, c'était une annihilation, la destruction complète d'un être humain. Il n'avait pas encore fini. Dans un acte ultime de dégradation, destiné à la dépouiller de tout ce qui restait d'humanité ou de respect, ils dénudèrent complètement son corps, le laissant gisant dans la rue comme des ordures, un testament final et souillé de leur triomphe. Ces restes ne furent jamais officiellement retrouvés, perdus dans les annales de la fureur révolutionnaire. Enfin, comme un trophée glaçant de leur haine, sa tête fut séparée de son corps et brandie au bout d'une pique, exhibée triomphalement à la foule hurlante, un drapeau macabre de vengeance révolutionnaire. Ce sont les faits froids et incontestés. Elle fut battue à mort et décapitée, son corps profané, tout cela parce qu'elle avait refusé de trahir son amie, sa reine. La vérité elle-même est assez horrible, un témoignage brutal de la sauvagerie du règne de la foule. Mais ce que la foule fit ensuite, et les mythes qui en sont nés, sont en quelque sorte encore plus grotesques, amplifiant l'horreur au-delà du simple fait. Si cette histoire vous choque, imaginez combien d'autres coins sombres de l'histoire restent indicibles, cachés sous des couches de temps et de désinformation. Nous visons 1000 abonnés, une étape qui nous permettra de continuer à mettre en lumière ces récits vitaux, souvent troublants. Alors si vous voulez plus d'histoires glaçantes comme celle-ci, si vous croyez à la découverte de la vérité sans phare du passé, appuyez sur ce bouton d'abonnement maintenant. Ne laissez pas ces histoires essentielles tomber dans l'oubli. La foule n'en avait pas fini. Même après avoir brutalement assassiné la princesse de Lamballe, leur rage n'était pas encore assouvie. Son cadavre profané, et particulièrement sa tête coupée, devint une arme puissante, un outil de pure guerre psychologique dirigé contre la seule personne qu'ils méprisaient vraiment, Marie-Antoinette. Après la décapitation macabre, ils plantèrent sa tête coupée au bout d'une longue pique, ses yeux sans vie fixant le vide. Puis, avec un rugissement glaçant et triomphant, ils commencèrent une sinistre parade à travers les rues de Paris, souillées de sang. Ce n'était pas une errance sans but. Leur destination était claire, méticuleusement choisie pour un impact maximal. La prison du Temple, où la famille royale était incarcérée. Leur objectif unique et sadique était de forcer Marie-Antoinette, la reine haïe, à témoigner de ses propres yeux de ce qu'ils avaient fait à son amie la plus loyale
et la plus chère. La procession était un spectacle terrifiant, attirant des foules toujours plus nombreuses qui se joignaient à la macabre fête. La foule, alimentée par l'alcool et le frisson de leurs atrocités, hurlait des obscénités et des slogans révolutionnaires. Leur voix une cacophonie assourdissante qui portait jusqu'aux épais murs du temple. Lorsque la foule atteignit finalement le temple, ils se rassemblèrent directement sous eussent la fenêtre de la cellule de la famille royale, leurs effectifs gonflant à des centaines, peut-être des milliers. Ils commencèrent à crier, leur voix unifiée exigeant à l'unisson que la reine sorte et regarde, qu'elle témoigne du macabre trophée qui oscillait au-dessus de leur tête. Certaines rumeurs sordides, nées de la ferveur révolutionnaire, affirmèrent même qu'ils voulaient que Marie-Antoinette descende et embrasse les lèvres de son amie morte, un acte de souillure ultime destiné à briser complètement son esprit. À l'intérieur de la prison, la famille royale entendit le bruit terrifiant, les chants sanguinaires, les coups furieux sur les portes. Le valet du roi, un fidèle serviteur nommé Jean-Baptiste Cléry, osa jeter un coup d'œil par une fissure dans le mur. La vue qui s'offrit à ses yeux était indubitable, inoubliable. La tête coupée, couronnée de ses cheveux blonds, empalée sur une pique. Il sut instantanément exactement ce que, ou plutôt, qui c'était. Alors que Marie-Antoinette, le visage pâle de terreur, demandait ce qui se passait, des gardes affolés se précipitèrent pour bloquer la fenêtre, essayant désespérément de protéger la reine de l'horreur. Maintenant, savoir si elle a réellement vu la tête ou simplement son ombre, si ses yeux ont vraiment rencontré le regard sans vie de son ami, reste un point débattu parmi les historiens. Certains récits suggèrent que les gardes réussirent à l'empêcher de la voir directement. Mais ce que nous savons, sans équivoque, c'est qu'un garde, avec une franchise glaçante, lui dit précisément ce qui était exhibé dehors. « On veut vous montrer la tête de la princesse de Lamballe. » Le simple fait d'entendre ces mots, la réalité crue et brutale du destin de son ami, fut suffisant pour la briser complètement. Marie-Antoinette poussa un cri perçant, un son d'angoisse profonde, et s'évanouit, accablée par le choc et l'horreur. Elle serait restée inconsolable, pleurant toute la nuit, l'image de la mort de son ami indubitablement gravée dans son esprit. La foule avait atteint son sinistre objectif. Ils n'avaient pas seulement assassiné Lamballe, ils avaient infligé une blessure psychologique profonde et durable à la reine. Ils avaient assassiné son ami comme un substitut, une victime par procuration, utilisant son cadavre comme une arme pour torturer la femme qu'ils haïssaient vraiment, pour briser son esprit avant même son propre procès. C'est l'exécution. Cette image horrifiante de la tête coupée de son ami sur une pique entrait Marie-Antoinette pour le reste de sa vie, un rappel constant et macabre de la capacité de la Révolution à une cruauté inimaginable. La véritable histoire, la vérité vérifiable des derniers instants de la princesse de Lamballe est assez horrible en soi. Pourtant, au cours des siècles qui suivirent, une tapisserie encore plus grotesque de mythes et de fictions émergea, tissée de propagande, de rumeurs et de la fascination humaine pour le macabre. Pendant des siècles, les gens ont répété ces histoires totalement fausses, souvent avec des détails vifs et glaçants, obscurcissant la véritable nature de ces souffrances. Alors, démystifions-les tout de suite, séparant les fictions sordides des faits froids et concrets. Le mythe le plus persistant, et peut-être le plus sordide, concerne la profanation sexuelle de son corps. Des histoires se sont répandues comme une traînée de poudre selon lesquelles elle aurait été brutalement violée par la foule, que ses seins auraient été coupés et ses organes génitaux mutilés. Ces détails horribles étaient conçus pour choquer et indigner, pour dépeindre les révolutionnaires comme des monstres inhumains, dépourvus de toute boussole morale. Cependant, le consensus historique moderne est que cela est presque certainement faux. Les documents contemporains, même ceux écrits par des individus qui haïssent avec véhémence les révolutionnaires, ne mentionnent pas de tels actes spécifiques de mutilation sexuelle. Bien que son corps ait été dénudé, un acte de profonde dégradation,
il n'y a aucune preuve crédible pour étayer les affirmations plus extrêmes de violence sexuelle. En fait, nous avons même un compte-rendu officiel des objets trouvés dans ses poches après le meurtre initial, ce qui suggère fortement que son cadavre était encore vêtu à ce moment-là, rendant le déshabillage et la mutilation généralisée peu probables sur les lieux immédiats. Puis il y a le mythe écœurant du cannibalisme. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles son cœur aurait été arraché et mangé par des membres de la foule, une image véritablement barbare invoquée pour un maximum de choc et pour diaboliser davantage les révolutionnaires. Encore une fois, cela semble être une fabrication complète. Il n'y a absolument aucune preuve crédible, aucun témoignage oculaire de source fiable, ni aucun document officiel pour étayer cette affirmation. C'était de la pure propagande, destinée à horrifier et dégoûter, mais non fondée sur des faits. D'autres mythes, bien que peut-être moins horribles, sont tout aussi tenaces dans le récit historique. Une histoire prétendait que sa tête coupée avait été emmenée chez un coiffeur par la foule, pour être poudrée et coiffée, afin de la rendre plus jolie avant d'être présentée à la reine. Ce détail romancé, mais totalement bizarre, est une autre invention complète. Cela n'est jamais arrivé. Un autre récit persistant affirme qu'elle avait caché un message secret à la reine, peut-être une lettre codée ou une mèche de cheveux, dissimulée dans sa coiffure élaborée, une idée romantique poignante, mais entièrement non prouvée. Et comme nous l'avons déjà mentionné, le mythe le plus grand et le plus répandu est que Marie-Antoinette a été forcée d'embrasser les lèvres de la tête coupée de Lamballe. Bien que la foule ait clairement eu l'intention de parader la tête devant la reine, et qu'elle a été certainement informée de sa présence, nous savons, d'après de multiples récits cohérents, que les gardes l'ont empêchée avec succès de voir directement ou d'être forcée d'interagir avec la tête de cette manière horrible. Alors pourquoi ces mythes insensés, souvent grotesques, ont-ils été créés et répandus avec une telle ferveur? La réponse réside dans le mélange puissant de la propagande, le désir d'un impact choquant, maximal et, soyons honnêtes, la fascination humaine pour une histoire d'horreur véritablement grotesque. Mais en se concentrant sur les choses fausses et sensationnalistes, nous risquons de perdre de vue la vraie femme au centre de cette tragédie incroyable et la vérité vérifiable et horrifiante de son destin. La vérité elle-même est assez glaçante, un témoignage de ce qui se passe lorsque la raison est étouffée par une rage déchaînée. Le meurtre de la princesse de Lamballe n'était pas une exécution d'État, un acte légal sanctionné même par les normes brutales de la justice révolutionnaire. C'était un lynchage, un meurtre rituel par la foule, un acte de violence primaire perpétré par une populace qui avait cessé de la considérer comme une personne. Au lieu de cela, il la percevait comme un symbole puissant, un emblème haï de la décadence aristocratique et de la conspiration contre-révolutionnaire qui devait simplement être détruit. Son seul crime était une loyauté inébranlable et désintéressée envers sa reine, Marie-Antoinette. Cette loyauté, un trait admirable en toute autre circonstance, devint sa condamnation à mort dans un monde bouleversé par l'idéologie radicale et une haine de classe bouillonnante. Sa mort n'est pas seulement une note de bas de page. Elle reste l'un des moments les plus tristement célèbres et profondément troublants de toute la Révolution française. Un rappel brutal du potentiel sombre de la fureur incontrôlée de la foule. La vérité vérifiable de sa fin est assez dérangeante. Elle était une femme qui a choisi de revenir dans une ville en feu, de rester aux côtés de son ami, connaissant l'immense risque. Pour ce choix de principe, elle a affronté un tribunal de complaisance, a refusé de trahir ses convictions les plus profondes et a été livrée à une foule frénétique pour être brutalement battue à mort, mutilée, puis décapitée. Sa tête coupée fut ensuite exhibée sur une pique, non seulement comme un trophée, mais comme une arme de torture psychologique visant la famille royale, en particulier sa reine bien-aimée. La réalité est assez horrible en soi. Elle n'a pas besoin de fausses histoires de cannibalisme, de viol ou de coiffure macabre pour accroître sa terreur. La vérité est, en fait, bien plus glaçante précisément parce qu'elle est réelle. Elle nous montre, avec un
Et clarté inébranlable, à quelle vitesse la rage politique peut dépouiller l'empathie, avec quelle facilité une foule peut se transformer en un escadron de la mort impitoyable, et comment la vie, l'identité et la dignité d'un être humain peuvent être réduites à une seule idée haineuse qui doit être annihilée. L'histoire de la princesse de Lamballe est un rappel sobre et indélébile du coût humain dévastateur de la Révolution, un témoignage puissant de ce qui se passe lorsque la loyauté personnelle se heurte à une fureur politique incontrôlable. Elle nous force à confronter une vérité inconfortable, que les histoires les plus horribles ne sont pas toujours celles fabriquées, les légendes urbaines ou les mythes sensationnalistes. Elles sont, trop souvent, celles qui sont tragiquement, indéniablement vraies. Elle reste une figure tragique, moins souvenue pour la vie qu'elle a menée dans les cages dorées de la royauté, et plus pour la sauvagerie indicible de sa mort, une cicatrice permanente sur la mémoire d'une époque définie à la fois par de grands idéaux et une brutalité inimaginable. Quelle partie de cette histoire horrifiante, la torture brutale, la guerre psychologique ou les mythes qui ont obscurci la vérité, vous a le plus choqué? Pensez-vous qu'il est plus important pour l'histoire de se concentrer uniquement sur les faits vérifiés ou les mythes puissants, même si fabriqués, occupent-ils également une place significative dans la compréhension de la façon dont de tels événements sont perçus et mémorisés? Partagez vos pensées et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous sommes impatients d'entendre votre perspective sur ce sombre chapitre. Et s'il vous plaît, aidez-nous à atteindre notre objectif de 1000 abonnés afin que nous puissions continuer à découvrir les coins les plus sombres de l'histoire et à partager ces histoires essentielles avec vous. APP. Appuyez sur ce bouton d'abonnement, rejoignez notre communauté et préparez-vous pour le prochain voyage inoubliable dans le passé.